Le TED Show est suivi régulièrement par une communauté de 7 millions de followers à travers le monde. Mais parmi ces 7 millions, il y en a qui sont au Sénégal aussi, qui n'ont pas fait le choix d'être avec nous sur cette scène. Nous leur présentons et acceptons aussi les regrets de Calista Sy, scénariste, metteur en scène, disons productrice de cette série Maîtresse d'un homme divorcé, ah non, marié. Des personnalités ordinaires, c'est pas un vilain mot, mais qui font des choses extraordinaires. Professeur, respect à vous et merci d'être avec nous. Merci beaucoup, formidable public. Moi, quand on m'a proposé aussi d'être passeur de parole dans cette assemblée, j'ai tout de suite dit oui et je ne vais pas faire très long parce qu'on a une petite cérémonie protocolaire normale parce que c'est des partenaires qui sont mobilisés pour que cet événement puisse se tenir et que nous l'offrons à la communauté nationale. Je vais tout de suite appeler Insa Touré. Alors, il n'a pas dormi, pardonnez-le aussi s'il bafouille quelques mots, mais il n'est pas le seul à n'avoir pas dormi, surtout depuis quelques jours. Monsieur Insa Touré est président du comité TEDxFan. Insa. C'est beaucoup Abdoulaye. Mesdames, Mademoiselles et Messieurs, je suis très honoré aujourd'hui d'être là devant vous. Je commencerai principalement par vous demander de vous applaudir pour avoir cru au projet. Je commencerai mes remerciements aussi à l'équipe de TTI, la communauté du TEDx et principalement nos partenaires comme la COICA et l'Institut français. Encore une fois, des applaudissements pour ces gens-là qui ont cru et que le monde retient son souffle. Et qu'au cours de Dakar, nous avons aujourd'hui TEDxFan qui s'apprête à écrire un nouveau chapitre de notre histoire. Ici, le rêve africain prend vie. Ce n'est pas un mirage, mais une réalité palpable, forgée par des mains et des esprits les plus brillants de notre continent. À nos speakers, ces héros, qui travaillent sans relâche, leur succès, bien que discret, façonnent déjà le futur de l'Afrique. Des laboratoires de Dakar aux startups de Lagos, des salles de classe au Nairobi, aux ateliers d'artistes de Kinshasa, l'ingéniosité africaine est vraiment en évolution et on en est. On voit aujourd'hui que le TEDxFan est devenu la vitrine de cette Afrique qui ose, qui crée et qui transforme. Dans ce TEDxFan, vous découvrirez des solutions uniques à des défis mondiaux, de la préservation de l'environnement à la révolution numérique, de l'éducation innovante à l'entrepreneuriat social. Chaque intervenant apportera sa pierre à l'édifice. Merci beaucoup. Salam alaikum. C'est un grand plaisir de t'avoir. D'ailleurs, il avait été ces milieux de production de sens. Professeur Massamba Gueye est bien sûr professeur. Il est enseignant d'abord. Il aime qu'on répète qu'il est enseignant. Professeur. Il a soutenu une thèse de doctorat unique à l'université Cheikh Anta Diop. C'est important de le préciser. Il est le fondateur aussi de la maison de l'oralité, Kër Leyti, en hommage bien sûr à son aïeul. Il nous le dira mieux que quiconque. Le professeur Massamba Gueye n'est pas que ça. Il est écrivain et je vous suggérerais, moi je l'ai lu et je l'ai quand même dans une petite étagère qui n'est pas très fournie. Je n'ai pas beaucoup de livres, mais celui-là quand même il y est en très bonne place. L'art oratoire, auto-régénérescence du conte. Donc vous aurez compris qu'il est conteur. Mais il nous conte le passé pour nous préparer à l'avenir. Chevalier de l'Ordre national au Sénégal, entre autres. Le professeur Massamba Gueye est surtout un intellectuel qui a un parti pris pour la connaissance endogène. Tout à l'heure, je le sais, si je citais Confucius et que j'en restais là, il allait me citer l'équivalent de ce que Confucius a dit et que Koti Barma aussi a dit. On ne sait pas maintenant dans l'historique qui est plus ancien que l'autre ou qui l'a dit avant.
Je vous remercie d'accueillir Dr Massamba Gueye. Merci Abdoulaye. Je prends la parole au mauvais moment parce que je prends la parole quand les oreilles espèrent entendre la parole. Et le plus dur, ce n'est pas de parler, c'est d'avoir des oreilles disponibles à vous écouter. Avoir des oreilles disponibles, ce n'est pas le plus dur. Le plus dur, c'est d'avoir des choses essentielles à dire. Avoir des choses essentielles, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est de dire des choses sans redire ce que tout le monde a fini de dire, mais surtout sans essayer de contredire ce qu'on a entendu dire, sans médire, mais dire juste parce que chacun de nous a quelque chose à dire. Un jour, nous nous sommes tous retournés vers mon père, paix à son âme, et nous lui avons dit, plongez-vous quelques années plus tard dans un petit village de la région de Louga, qui s'appelle Koki, sans électricité ni rien. Papa, nous voulons une télévision, parce qu'il y en a quelques dans le village, de petites télévisions en noir et blanc. Mon père nous regarde et nous dit, vous voulez une télévision? Oui, nous voulons une télévision. On était tout petits, tout jeunes collégiens. Il nous dit, d'accord, je reviens. Il va, il vient, et il pose au milieu de la maison un sac de graines d'arachide de 50 kilos. Il regarde le sac et nous dit, voilà votre télévision. Alors, le lendemain matin, nous nous sommes tous levés. Derrière le village, nous avons planté les arachides. Nous avons cultivé pendant toutes ces vacances. Et au bout des récoltes, pour ceux qui sont d'ici et qui comprennent la valeur de l'arachide, nous avons vendu et nous avions eu 300 000 francs. Avec les 300 000, nous avons donné à un cousin, lui aussi parti au ciel, paix à son âme. Il est venu à Dakar, il a pris l'une des rares voitures qu'il y avait et il a acheté une télévision en noir et blanc, une antenne 18 éléments, les dinosaures savent de quoi il s'agit, et 30 mètres de câble. Et là, le jour où nous avons allumé la télévision, il fallait voir l'effervescence. Cette télévision a fait 30 ans dans la maison. Elle n'est jamais tombée. Elle n'a jamais eu d'égratignure. On la sortait toute petite mais prise par 2 personnes. On l'a posée au milieu d'une table pour qu'elle ne chute pas. Et on ne l'a jamais laissée sous la pluie parce que nous l'avons créée à la sueur de notre front. À partir de ce moment, je me suis posé cette question. Faut-il continuer à attendre la main et à attendre? Alors j'allais voir mon père et je lui ai dit, papa, je sais que je ne suis pas encore en 3e, mais je veux te décharger de m'acheter des habits. Ne me les achète plus. Occupe-toi juste de mes fournitures. Je pense que je dois pouvoir me débrouiller. Et depuis ma classe de 4e, mon père n'a plus jamais acheté un seul habit pour moi, toute ma vie. Parce qu'il m'avait appris que se réaliser, ce n'est pas attendre tout des autres, c'est poser les bonnes questions aux autres, tenir les entrants et les intrants qu'ils vous donnent, mais vous devez produire votre propre richesse pour pouvoir regarder les gens les yeux dans les yeux, pouvoir dire non, parce que vous avez la possibilité de dire un oui choisi. Mais imaginez que vous poursuivez votre cursus, vous le poursuivez, vous arrivez à l'université, vous avez envie de continuer à travailler, vous vous levez un matin alors que tout marche et qu'on vous dise vous avez la tuberculose. C'est ce qui m'est arrivé. Oui, vous avez la tuberculose. Que faire? Il fallait tous les jours prendre une injection, il fallait être isolé et on vous prenait le poids que vous avez. Et j'avais ce jour-là remercié le ciel de n'être pas costaud parce que le nombre d'injections dépendait de votre nombre de kilos. Vous avez 50 kilos, c'est 50 jours d'injection. Et là, je me suis retrouvé dans cette situation-là. Que faire? Que faire? Et ce jour, je rencontre un médecin qui vient me voir pour me dire qu'on vous a diagnostiqué une tuberculose. 2 choses. Avez-vous déjà fumé? Tant pis pour les fumeurs. Non. Ah, il y a de la chance.
Pour ceux qui fument et qui sont dans l'entrepreneuriat, n'oubliez pas que 5 paquets de cigarettes valent un sac de ciment. Calculez le nombre d'appartements que vous avez déjà fait. Je dis appartement, pour certains c'est le nombre d'immeubles. Et il me dit, je ne peux pas vous soigner, mais je peux vous accompagner à guérir. Je suis à Louga, dans une salle de l'hôpital de Louga, et dans cette salle de l'hôpital de Louga, tous les jours, les gens mouraient. Il y en avait qui étaient tellement souffrants qu'ils arrachaient leur perfusion pour partir. Et il me dit, si tu veux guérir, je peux t'accompagner. J'ai compris ce jour que je devais prendre la décision de guérir. Et j'ai pris sur moi. Tout ce qu'il fallait faire, c'est prendre les médicaments à temps, mais surtout, il y avait un nouveau protocole qu'il fallait essayer sur les gens. Et ce protocole-là s'appelle le protocole 2. Et je fais partie des premiers Sénégalais à avoir accepté parce que je voulais guérir. Mais malheureusement, au lieu d'un traitement de 6 mois, il y a eu un dysfonctionnement et j'ai vécu un traitement de 14 mois, ce qui a laissé des séquelles. Mais la question c'est, si je rate cette année universitaire, c'est compliqué. Mais j'ai la tuberculose. Donc il me fallait prendre le protocole 2 pour bloquer les possibilités de contamination des autres. Et quand je suis arrivé à l'université, pour mon inscription, c'est l'une des rares fois où j'ai triché, je ne suis pas fier, mais ça m'a permis d'être inscrit. Pour le contrôle médical, j'ai éteint la lampe en entrant, j'ai fait le tour, je me suis venu devant le médecin et j'ai fait semblant de me rhabiller. Ce n'est pas par hasard que plus tard je deviendrai directeur général du Théâtre National d'Agnès. J'ai utilisé une technique, monsieur le directeur, que j'utilise depuis que j'ai 14 ans, parce que j'ai eu la chance à partir de 15 ans, d'écrire des pièces de théâtre dans mon village, dans la région de Louga, d'écrire des ballets et de les monter. J'ai eu la chance, à 16 ans, d'être président de l'ASC de mon village, de mon quartier, et d'être dans le mouvement navétane. Donc j'ai utilisé cette technique brièvement pour me faire inscrire à l'université, pour ne pas rater mon année. C'est comme ça que tous les matins, allant à l'hôpital, je prenais mes médicaments pour venir faire mon cours. Parce que j'avais compris qu'il y avait des choses dont j'étais responsable et d'autres dont je n'étais pas responsable, mais j'étais responsable d'une chose, de ma volonté. Et j'ai compris que les victoires de la vie les plus essentielles, nous les oublions. Si aujourd'hui, je vous demande quelle est pour vous la première victoire que vous avez remportée dans la vie sur vous, vous allez vous situer à des années plus tard. C'est votre premier cri, votre première respiration à la naissance. Personne ne vous a aidé à le faire et vous ne saviez pas le faire pendant 9 mois. Vous avez réfléchi? Non. Vous avez voulu respirer? Oui. C'était tellement dur que chacun de nous a crié. Mais c'est notre première victoire. Et cette victoire-là, je m'y suis accroché. Cette image de mon père, je me suis accroché. C'est pourquoi, quand plus tard j'arrive à l'université et que c'est compliqué, j'habite à Guédiawaye, là où il y a l'hôpital d'Al-Djam, il n'y a que 2 bus pour venir à Dakar. Je fais le choix de tous les jours marcher de Golfe Sud au centre sauvegarde pour prendre le seul car qui existe et venir à l'université et marcher parce que je ne pouvais pas passer la journée à l'université parce que je n'avais pas d'argent. Mais je vous dis, cette résilience, je l'avais apprise dans mon village parce que je suis d'une famille de forgerons et quand on quittait l'école, on allait dans la forge et on faisait de petits fourneaux qu'on vendait pour avoir de l'argent de poche. Et à l'intérieur de la forge, il y a un outil qui s'appelle enclume. Et l'enclume, dans la langue des forgerons, s'appelle découp. Découp, cela veut dire savoir supporter les coups sans changer de forme. La résilience, ça s'appelle découp. Et j'ai dit, cet instrument-là sera mon totem. Imaginez que vous avez 14 ans, 13 ans et demi même, que vous êtes à Louga en train d'apprendre. Imaginez que vous veniez de revenir de l'école et que vous vous rendiez compte que personne n'est dans la maison, vous êtes seul.
la famille a déménagé à Dakar. Vous avez le choix entre ne plus aller à l'école et pleurer. Alors ce jour, j'ai décidé que je n'allais pas manger à midi, mais je ne raterai pas le cours de 15 heures parce que cela dépend de moi. Alors c'est pourquoi plus tard, vivant de cela, continuant, quand j'arrive à Genève, dans le cadre d'une adaptation de l'Antigone de Sophocle, et qu'on me met à Vendeuvre, je reçois un appel d'ici. Puis à Genève, l'actuel ministre de l'Enseignement supérieur y était en ce moment, Gorgui Wadondo, journaliste, était à la tribune de Genève. Puis à Genève, tu as la chance d'avoir pris un avion. Est-ce que tu vas rester ou est-ce que tu vas revenir? J'ai juste dit à celui qui me l'a dit, celui qui est venu me chercher pour faire l'adaptation, il est venu me chercher où? Il est venu me chercher à Dakar. Donc si je quitte Dakar, les autres qui voudront venir me chercher, ils vont me trouver où? Dakar est mon repère. C'est pourquoi je n'ai jamais quitté l'Afrique. C'est pourquoi c'est parti d'ici que j'ai appris à me construire, mais je me suis construit en m'ouvrant au monde. Mais quand j'arrive à l'université plus tard, parce que je n'ai que 15 minutes et il ne m'en reste même pas 4, et que je fais mon doctorat, et que dans des situations très compliquées, on m'interdit l'accès à un poste. J'ai dit, c'est dans la tête. Ils peuvent m'interdire d'accéder ici, ils ont leur système. Mais il y a quelque chose qu'ils ne peuvent pas m'interdire, c'est faire ma passion, être dans la recherche, faire du patrimoine un levier de formation de nouveaux leaders. Et c'est pourquoi j'ai pris tous les investissements que j'avais, j'ai fait un prêt bancaire et j'ai pris l'argent qu'on m'avait payé dans la collecte de comptes au Sénégal, en Bissau, en RD Congo, en Angola et au Mozambique. J'ai mis tout le paquet et j'ai créé un centre qui s'appelle la Maison de l'oralité et du patrimoine Kër Leyti. Parce que pour moi, si tu meurs, on ne peut pas porter tes habits. Si tu meurs, on peut rentrer dans tes voitures. Si tu meurs, on peut hériter de ton argent. Mais ce qu'il y a dans ta tête, si tu le gardes et que tu meurs, c'est un échec social et c'est l'échec le plus lamentable. Alors, quand j'ai voulu créer ce centre-là, j'ai dit, il faut le créer. Et on m'a dit, tu ne sais pas faire de l'entrepreneuriat. J'ai dit, c'est faux. C'est tout ce que je fais depuis que je suis né. On m'a dit, tu n'auras personne pour t'accompagner. J'ai dit, c'est faux. Parce que quand je commençais à faire les comptes à la radio, il y a 24 ans, quand j'ai commencé à compter les gens, vous m'aviez dit que je n'aurais pas d'auditoire. Aujourd'hui, la Maison de l'oralité a fait de moi un référent pour le patrimoine mondial, a fait de moi celui qui a porté le dossier d'inscription du Tchéboudienne sur la liste représentative du monde. Aujourd'hui, la Maison de l'oralité a formé des leaders que vous voyez. Amdi Sané, à Kaidjo, Babacar, le directeur de la Maison de l'oralité qui n'a pas encore 35 ans. Et tous les jours, n'ayant pas l'électricité chez eux, peuvent venir faire cours. Et cette année, l'une d'elles nous a ramené un zéro faute en dictée avec des larmes parce qu'elle voulait avoir 18 dans une autre matière, elle a 17 de moyenne. C'est cela les véritables combats. Les véritables combats, ce n'est pas juste de mourir avec le témoin. En Afrique, on meurt avec le témoin. Il faut transmettre le témoin. Et ma mère m'avait dit, si celui qui parle n'est pas fatigué, qu'il ait au moins pitié des oreilles qui l'écoutent. Et là, je commence à avoir pitié de mes oreilles. Mais n'oubliez pas ce que disent les anciens. Les anciens disent que la poussière des pieds est plus importante en économie que la poussière des fesses. Levez la poussière par vos pieds et jamais par vos fesses. Mais l'autre proverbe dit, il n'y a aucune honte à échouer. L'échec, c'est de n'avoir jamais essayé. Autre chose sur laquelle aujourd'hui elle fait énormément de bien. Elle est impactante. Elle a monté sa structure, Smart Ecosystem for Women. Elle n'a pas oublié les seniors. Elle travaille aussi pour les seniors
puisqu'on a des problématiques qui sont liées à l'inclusion genre, mais aussi aux personnes plus âgées. Je vais appeler Céline Thiam à me rejoindre sur scène. Merci, merci de l'accueillir. Céline, merci beaucoup. Restez dans votre cercle rouge, vous pouvez vous déplacer où vous voulez. Merci d'être là. Je vois que le public qui dit waouh, ça date de quand, ce crâne, poivre sel, mais qui caractérise Céline Thiam pour ceux qui la connaissent. Une Wonder Woman, comme on dit, impactante, qui a quitté le monde médical. Elle n'était pas docteur, mais elle travaillait dans la communication médicale pour peut-être retourner à ses premiers amours, ce qu'elle a toujours aimé faire, les nouvelles technologies de l'information et de la communication, mais au service exclusif de l'entrepreneuriat. Son dada, c'est l'entrepreneuriat, l'accompagnement des jeunes entrepreneurs, notamment les femmes. Et il y a accroché aussi les seniors, puisqu'on l'oublie, mais notre société doit commencer à réfléchir à l'inclusion des seniors. À 50 ans aussi au Sénégal, quand vous perdez votre emploi, vous êtes presque bon pour la retraite, alors que vous êtes encore jeune, actif. Et en cela, elle a du mérite. C'est le Thiam, public avec vous. Merci beaucoup. Pour ceux qui ne sont pas familiers de la culture sénégalaise, je vais vous donner quelques clés. Le sabbat. Certains le connaissent, je pense, d'autres peut-être pas. Mais c'est ce son qui sort de cet instrument à peau qui fait vibrer nos âmes. Ça, c'était le premier mot-clé. Le deuxième mot-clé, c'est le moussour. Ce foulard que nous portons avec fierté et qui est le symbole de notre féminité et qui fait que partout à travers le monde, on sait reconnaître une Sénégalaise à sa croix. Maintenant que vous avez les clés, on peut commencer. Je pense qu'il n'y a qu'une seule personne dans cette salle qui sait qui est cette jeune fille. Elle rigole, je l'entends. Cette jeune fille, c'est moi. J'ai toujours aimé chercher, je ne sais pas ce que je cherchais à l'époque dans ce microscope, mais j'ai toujours été curieuse, j'ai toujours aimé chercher, j'ai toujours aimé aller voir ce qui se fait ailleurs. Et je pense que quand j'étais au lycée Seydou Nourou-Tall, je disais tout le temps, Seydou Thiam, Kousoko, la petite là, qu'on voit partout, tout le temps dans des choses. J'étais curieuse. Et en fait, je pense que dans toute ma vie, j'ai pas vraiment eu de plan de carrière, de stratégie de vie ou des choses comme ça. Mais seulement je me suis laissée porter par ce goût d'aventure et cette curiosité. Et je pense que ça m'a aidée à chaque fois dans mes moments de vie à pivoter, à itérer pour vraiment approfondir cette aventure qui est celle de la découverte de moi-même, de la découverte de que sera ma vie dans 10, 20, 30 ans. Alors, je n'avais aucune certitude, bien sûr, quand j'avais 20 ans. 20 ans, voilà. Aucune certitude, mais vraiment ce goût d'aller chercher tout ce que ce monde peut m'apporter. Et quand j'ai quitté le Sénégal, du haut de mes 23 ans, quelques années plus tard, pour suivre l'amour, il y a des femmes qui font ça. Je reviendrai au Sénégal. Et 10 ans plus tard, entre l'Europe et l'Amérique du Sud, je reviens au Sénégal, cette fois-ci avec 2 enfants dans les bras. Oui, quand même. Il faut qu'il travaille un peu ce cher monsieur, n'est-ce pas? Et dans mon esprit, j'étais convaincue que j'allais juste venir, c'était une continuité, j'allais juste venir, continuer la vie que je m'étais construite ailleurs, dans mon pays. Et là, il y a un constat. Je me suis rendu compte que, Seynabou, tu n'as jamais vécu dans ton pays en tant qu'adulte. Tu n'as jamais vécu dans ton pays en tant que mère. Et là, en fait, il a s'agi vraiment de se réadapter. Il a fallu tout réapprendre, limite se réintégrer dans son propre pays. Et vous savez que le Sénégal ne fait pas toujours des cadeaux. Hein? Notre pays, là, il aime bien nous secouer. Et j'ai commencé à appeler le Sénégal ce pays que j'aime détester.
voilà, les gens qui me connaissent savent que je sors souvent cette phrase-là. Le Sénégal, c'est le pays que j'aime détester parce qu'il nous met à l'épreuve tous les jours. On l'a vu hier avec les inondations. Okay? J'ai commencé en fait en me disant il fallait que je crée les choses qui me manquent et qui vont peut-être me permettre d'alléger, on va dire, cette réintégration chez moi-même. J'ai commencé par créer cette communauté que je pense qu'il y en a certaines qui sont dans cette salle, la communauté des Yai. Oui. Pour moi, c'était une façon progressiste et aussi qui nous permettait de relier en tout cas nos besoins qu'on avait avec enracinés dans nos cultures. Et je me suis dit aussi, en écoutant toutes ces femmes, que ce poids quand même des sénégalités, il est quand même très fort. Hein. Ces sénégalités, on les connaît, hein, c'est nos cultures, nos traditions, nos pesanteurs sociales et beaucoup d'habitudes qui sont ancrées. Et beaucoup de personnes qui ont essayé de retenter et qui ont retenté des fois aussi ce retour au pays, repartent. Et pourquoi ils repartent? Il ne faut pas leur jeter la pierre. Hein. Pourquoi ils repartent? Je pense qu'il faut se mettre à leur place et se poser la question de pourquoi ces gens repartent. Parce que ce sont des gens qui sont quand même animés d'un profond amour de leur pays. C'est des gens qui sont partis avec des rêves et qui ont voulu revenir avec des rêves. C'est des gens qui sont revenus avec des ambitions. Mais pourquoi ils repartent? Et finalement, chez soi, c'est où? Chez soi, c'est où? Est-ce que c'est là où se trouve notre grand-mère? Ou est-ce que c'est là où on se sent bien? Vraiment, ma grand-mère, elle est encore là. Elle est au Sénégal, donc je pense que c'est ici chez moi. Mais à un moment, je me sentais plus très bien au Sénégal. Je suffoquais. Je suffoquais littéralement. Et à ce moment-là, deux choix se sont imposés à moi. Repartir ou rester. La première option pour moi était très compliquée parce que j'ai refait le film de la première fois où j'étais partie, où il a fallu s'intégrer chez quelqu'un d'autre, où il a fallu pousser la poussette dans la neige, où il a fallu affronter certains regards parce qu'on vous faisait comprendre que vous n'étiez pas chez vous. Et je ne me sentais pas de revivre ça, je n'étais pas prête à ça. J'étais vraiment pas prête à ça, d'autant plus que le dernier, il n'avait pas encore 2 ou 3 ans. Donc c'était compliqué. J'avais plus qu'une seule option. La deuxième option, c'était de rester. Alors j'ai décidé. J'ai vécu ce tiraillement pendant le Covid et j'ai dû décider. Et donc, je suis restée au Sénégal en quittant Dakar. Pourquoi j'ai quitté Dakar? En une semaine, j'ai fait mes valises. Les gens m'ont pris pour une folle. Hein. Je venais juste de construire ma maison. Mon mari m'a dit, mais qu'est-ce qu'on va faire de la maison? Je dis, mais moi, je ne suis pas prisonnière de 4 murs. C'est quoi cette histoire? Je ne suis pas bien ici. Je m'en vais. Et donc, en une semaine, on a fait nos valises et nous sommes partis. Des proches se sont inquiétés, bien sûr. Et d'autres se sont un peu amusés. En me disant, mais il n'y a même pas de restaurant là-bas où tu vas. Je dis, mais est-ce que j'ai besoin de dizaines et de dizaines de restaurants? Peut-être juste un sushi. Et il y en avait un, heureusement pour moi. Et donc, j'ai commencé à m'appliquer cette fameuse philosophie de less is more. Ok? Et ça m'a appris à me reconcentrer, à me concentrer sur l'essentiel. Et là, une nouvelle façon, en fait, un nouveau chemin à découvrir. Donc, une porte de curiosité, ça m'allait bien, je suis curieuse. Pour construire quelque chose de tout à fait nouveau. Pour aller découvrir une autre version de moi-même qui reste au Sénégal, sans souffrir de rester au Sénégal. Et une manière différente aussi de voir d'autres façons de faire. C'était la meilleure décision que j'ai prise ces dernières années. Et donc, quand je suis arrivée là-bas, il m'a fallu bien sûr retrouver une façon de faire, de créer un modèle. Et finalement, ce modèle-là, c'est quoi?
quel est le modèle vers lequel on doit aspirer. Je m'autorise vraiment à explorer cette recherche de modèle. Et Cheikh Anta Diop disait, l'Afrique doit se construire son avenir sur des bases scientifiques et technologiques qui lui permettent, et non sur des modèles qui sont importés et qui ne correspondent pas à ses besoins. Et on en a déjà parlé justement du développement frère, de se dire qu'on a une immense chance de s'inspirer de ce qui a marché ailleurs, d'apprendre de tous ces pays, de profiter de toutes ces technologies pour les adapter à nos réalités et trouver des modèles de vie qui lui correspondent. Nous avons vu ce que l'hyperurbanisation fait dans ces pays dits développés. Nous avons vu ce que la verticalité fait dans ces pays dits développés. Et nous avons vu aussi ce que l'hyperconsommation crée dans tous ces pays. Avons-nous envie de nous inscrire dans ces mêmes modèles dont on voit déjà les défaillances? Et puis nous, les Africains, depuis quand nous faisons comme les autres? Depuis quand? Nous sommes l'histoire, nous sommes vivants, nous sommes énergie, nous sommes optimisme. Et ça, nous devons en être fiers et nous devons être ancrés dans ça quand nous pensons au modèle qui nous correspond. Moi, au son du sabbat, j'en parlais avec le professeur tout à l'heure. C'est plus fort que moi. Je ne sais pas vous, mais moi j'entends 2 sons de sabbat, ma jambe elle bouge. Il n'y a rien à faire. Et nous portons nos mousseaux avec sourire. Parce que c'est le reflet de notre optimisme. Et cet optimisme-là, je l'ai pris à bras le corps pour me dire que finalement, je vais essayer de prouver, j'étais quand même une scientifique à la base, que ce modèle, il marche. Et je suis allée me construire ma tribu. Les gens qui me connaissent savent à quel point j'ai une affection particulière pour les communautés. Et je suis allée chercher ma tribu dans une autre communauté qui me proposait une autre façon de vivre. Finalement, 20 ans plus tard, j'aurais jamais imaginé quand je regardais à travers ce microscope que je serais devenue la femme que je suis aujourd'hui. Poivre et sel, très fière, sans aucun complexe sur ce genre de choses. Je vis une vie que jamais j'aurais imaginée. Et moi, j'ai envie quand même que cet avenir, il soit ici. J'ai envie que, en fait, mon pays, ce Sénégal, montre un lien où je me sens aussi bien à l'aise dans le savoir que dans le corps. Parce que j'aime profondément ces deux cultures. Et aujourd'hui, moi, je vous invite vraiment à réfléchir à cette question. Quel modèle comptez-vous créer pour vous? Continuez-vous à copier-coller des modèles qui ne sont pas les vôtres? Ou est-ce que vous décidez de créer vos propres modèles? Comment pouvons-nous rêver d'un autre Sénégal qui fonctionne autrement, qui garde ses traditions, qui fait honneur à ses aînés, tout en embrassant la modernité? Parce que ce rêve africain, c'est ce que nous choisirons d'en faire ensemble. Merci beaucoup. Laisse-moi arriver quand même, c'est le bon. Laisse-moi partir. Merci. Merci surtout d'être venu de Sobel Aziz Ngom, merci d'être avec nous. Je disais ton parti pris pour l'engagement, pour la jeunesse. Je suis directeur exécutif du consortium de la jeunesse, mais pas que ça. Sobel a été très tôt engagé. À 23 ans, il a été le plus jeune participant sénégalais au programme Yali de la Fondation Barack Obama. Alors, il n'a jamais la pression, il connaît ce genre d'exercice. Vous voyez, c'est le seul là où j'ai osé venir en jean basket, relax, tranquille. Je vais prendre le cap. Mais je vais quand même réussir à me mettre la pression. Est-ce que tu sais qu'il y a quelqu'un là-haut, au balcon,
qui te surveille quand même. Et j'aimerais la saluer aussi. C'est Yasmine Sissa, directrice du développement de Subdeco, une école qui a formé Sobel Aziz Ngom. Yasmine, merci d'être là aussi. Merci de participer à la production de Sens. Je ne peux pas faire mieux pour te mettre la pression. Merci voilà, de me mettre la Sobel. pression. Je pensais que tu parlais de ma mère, qui est aussi au ballon. C'est très bien. Yasmine, ça va aussi. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Est-ce que ça va bien? Ouais. Oui. Bon, alhamdoulilah. Je vous avoue que quand j'ai su que je devais passer après Massamba, je me suis dit, oh mon Dieu, ça va vraiment être difficile. Après c'est Nabou encore plus. Mais je suis content d'être là. Première question que j'ai pour vous. Est-ce que parmi vous, il y a des gens qui n'ont pas aimé l'école? Est-ce que vous pouvez lever la main? Je veux voir à peu près. Hey! Ok, il y en a plus que ce que je pensais. Donc vous allez complètement comprendre ce que je vais expliquer ce soir. Les autres, ça va peut-être pas comprendre. Troisième, je suis avant-dernier de ma classe. Sur 43 élèves, je suis 42e, j'ai 7 de moyenne. Je crois que moi, je ne crois pas en moi et je ne crois pas que dans ma famille, on se dit « Oh là là, on a créé un petit génie ». Ce n'était pas ça que devait se dire. Je ne sais pas ce que je vais faire dans l'avenir, je n'ai pas d'idée. Je me dis peut-être que je pourrais être comédien, parce que j'aime bien le théâtre. J'en ai fait un peu à l'école, et comme je suis ni bon en maths, ni bon en français, ni bon en sciences, bon, il reste plus grand-chose, quoi. Musique, un peu, je m'en sortais bien à la flûte, de temps en temps, mais l'école n'a pas été pour moi un long fleuve tranquille, où je me suis dit, alhamdoulilah, je vais bien m'en sortir dans la vie. Non. J'ai toujours douté, je l'ai toujours vécu comme une pression, et ce n'est que après avoir reçu comme cadeau d'anniversaire, pour vous dire un livre, je vais vous dire le titre du livre, le livre s'appelait Chagrin d'école. Déjà pour que quelqu'un fasse ça comme cadeau d'anniversaire à un enfant, c'est que la famille a consciemment pris le truc que lui il a un problème avec l'école. Je reçois Chagrin d'école, je lis Chagrin d'école, et Chagrin d'école m'a beaucoup aidé, je le lis très lentement, évidemment, mais je le lis quand même. Et ce que je retiens derrière, c'est que si l'école n'est pas fait pour toi, fais-en un endroit où toi tu t'épanouis. Et là, je me dis, well, qu'est-ce que j'ai envie de faire dans l'école? Je me dis, bon, c'est vrai que les maths et les matières et tout ça, c'est pas ce qui m'intéresse le plus, mais par contre, organiser les activités, ça m'intéresse beaucoup. Et faire de la médiation entre ceux qui ont des problèmes, voir comment on peut arranger l'aménagement et comment on peut changer de parrain les classes, etc. Ça, c'est des choses qui m'intéressent. Et donc, je commence à m'intéresser à ces choses-là, et il y a une opportunité, à un moment donné, de briguer la présidence du bureau des élèves. Bon, en troisième, je ne m'étais jamais dit que je pouvais être président de quoi que ce soit un jour. Mais en terminale, j'ai de l'audace, et je me dis, je vais me lancer. Et je fais une campagne, du CP à la terminale. J'étais à une école qui s'appelle Sainte-Marie, pour Sainte-Marie, donc beaucoup d'entre vous connaissent certainement, 5000 élèves, et je gagne la présidence du bureau des élèves. Et là, je me dis, waouh! L'avenir n'appartient pas qu'aux bons élèves. C'est vrai, l'avenir n'appartient pas qu'aux bons élèves. Et donc là, c'est tout un nouvel univers de possibles qui se dessine chez moi. Mais avant ça, j'ai vécu une petite expérience que je veux vous raconter. L'année d'avant, je suis en première. Évidemment, comme je n'étais pas un bon élève, j'étais aussi un élève un peu turbulent. Donc, pendant l'été, ma mère, très affectueusement, m'encourage à aller travailler. Et donc je vais travailler, je travaille cette année-là pour une dame qui nous a quittés de la culture, Laurence Gabron, que certains ont bien connue, dans le cadre du tournage d'un film qu'elle réalisait sur la grande cantatrice sérère, Yandé Kodousset. On se retrouve à Djilor, je suis régisseur, je m'occupe de quoi, qu'est-ce que les acteurs mangent, qu'est-ce que l'équipe mange, où ils dorment, etc. J'apprends un peu, c'est une belle expérience, mais je me retrouve dans cet endroit au moment précis où, à Diofior, on annonce les résultats du baccalauréat de l'année 2007. J'ai 17 ans, je suis élève au cours Sainte-Marie de Halle, mauvais élève, mais je n'ai quand même pas peur pour mon bac, parce qu'il paraît qu'il y a 80% des élèves qui passent le bac à notre école qui l'ont. Bon, il faut faire plus d'efforts pour ne pas l'avoir que pour l'avoir, quoi. Donc, même si je ne suis pas très bon, je me dis, je vais y arriver. Et donc, on est à ce moment-là, et là, je crois que c'est une des scènes qui a le plus marqué ma vie et qui a créé un déclic en moi. J'assiste à une hécatombe. Des jeunes hommes, des jeunes femmes, terrifiés, qui crient, qui pleurent, qui s'évanouissent. Ma réalité de petit privilégié dakarois avec des taux de 80% en école privée, c'est pas la norme. À Diofior, cette année-là, au premier tour,
il y avait 82% des élèves qui n'y étaient pas admis. Et c'était comme ça, je l'apprends depuis longtemps. Et à la fin du deuxième tour, on se retrouve avec un taux d'échec de 70%. 70%, et ça a été comme ça, les résultats nationaux de 70% pendant une dizaine d'années. Mais quand on visualise 70% en chiffres, 150 000 candidats, jeunes, qui ont été à l'école pendant 15 ans, qui se sont sacrifiés bien plus que moi, à devoir marcher des kilomètres, à devoir aider la famille en travaillant, à devoir, et qui arrivent au bout, et on leur dit, annulez. Il n'y a pas de possibilité pour vous ensuite. Ça m'a fait mal. Ça m'a blessé. Et à ce moment-là, je crois que j'ai compris que j'étais privilégié et que mon privilège, ou en tout cas, que le privilège des uns était les inégalités des autres. Parce que moi qui ai eu la chance, en étant bousculé, d'avoir une éducation sans grève, sans ceci, facilité, transportée, manger bien, etc., sans aucun problème, je devais quand même être évalué sur la même chose qu'un élève qui avait connu peut-être que 3 mois de scolarité en terminale parce qu'il y avait des grèves, qui avait dû travailler dur à la maison, au foyer, aider la famille, etc. Et je trouvais que ce n'était pas juste. Et cette injustice en tant que deux jeunes qui tous ont des espoirs et ont des aspirations, je me suis dit qu'en réalité, même si on nous dit qu'on est libre et égaux, bon peut-être qu'on est libre, pas tout le temps, mais en tout cas c'est sûr qu'on n'est pas égaux. Ça c'est clair. Et que donc, que le privilège de certains doit entraîner une responsabilité. Et donc la responsabilité du privilège a commencé à devenir pour moi une préoccupation. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire dans cette situation qui touche mon cœur et qui touche mon esprit? Et je rentre chez moi, je finis ce parcours, etc. et je me pose la question. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Et je me dis, bon, le bac, ça vient tous les ans. Donc, je passe le mien, que j'obtiens. Ah. Et puis même avec bonus, avec une mention assez bien. Même moi, j'ai voté. Je passe ce bac-là, et l'année d'après, je me dis, il faut que je trouve un moyen qu'on puisse aider ces jeunes qui sont là-bas et qui préparent le bac, parce qu'en plus, ce qui était le plus dur, c'est que le bac, quand on le voit comme un examen, c'est qu'on n'a pas compris. Le bac, c'est un ascenseur social pour la majorité des jeunes du pays. C'est le seul moyen pour eux de venir vers la capitale et de pouvoir aspirer à autre chose de façon régulière. Et quand ils ne l'ont pas, c'est une façon de les enfermer, parce qu'il y a très peu d'autres voies. Et le pire de tout ça, c'est que quelqu'un qui n'a pas le bac, on ne lui reconnaît pas la terminale, son dernier diplôme, c'est le brevet. Donc les 3 dernières années qu'il a fait, elles ne comptent pas. Et là, beaucoup de choses se mélangent dans ma tête et je me dis quand même, c'est pas très juste tout ça. Et donc je monte ce programme qui s'appelle Objectif Bac, où je mobilise l'année d'après une vingtaine d'amis à moi, donc je crois que certains sont dans cette salle, et on se dit qu'on va aller passer 3 semaines à Diofior avant le bac pour aller aider les jeunes qui doivent passer le bac cette année, à la fois d'un point de vue académique, mais aussi d'un point de vue psychologique. Parce que dites-vous bien que quand vous savez que vous passez un examen où vous avez 7 chances sur 10 d'échouer, it's not pump it up. Donc tu vas vraiment avec beaucoup de peur, beaucoup d'effroi, et évidemment une grosse peur de ne pas réussir. Et donc on les a accompagnés. Et cette expérience a été pour moi révélatrice. Parce que non seulement je pensais que je venais aider des gens, mais je crois qu'eux m'ont aidé. Parce qu'ils m'ont donné la plus grande leçon de ma vie. C'est que quand on veut changer quelque chose, et qu'on se donne sincèrement pour le faire, on peut changer des vies. Et en tant que tout petit jeune là, le fait d'avoir fait ce programme, d'avoir contribué à faciliter l'accès à cet ascenseur social à des jeunes qui pensaient en être incapables, pour lesquels ce n'était pas possible, et qui ont vu une vie se construire aujourd'hui, c'était pour moi un signe de, si tu veux changer le monde, tu peux. Même si tu n'étais pas un bon élève. Ça s'était terminé. Et donc j'ai commencé à me préoccuper de plusieurs choses qui touchaient la vie des jeunes. Et à me poser une grande question. Comment faire en sorte que tous les jeunes puissent avoir l'opportunité de développer leur potentiel? Et donc là, je me suis imaginé plusieurs choses. Je rentre à l'université en 2011, notamment à Subdeco. En 2011, je participe à un concours de débat qui s'appelle Débattons. Je gagne le prix du meilleur débatteur de l'année. Je gagne ce prix
en défendant quelque chose auquel je crois absolument pas. Absolument pas. Je gagne le prix du meilleur débatteur en défendant le fait que l'intégration africaine est une mauvaise chose. Et je gagne. Et là, je me dis, il y a quand même un problème. Parce que quand même, tellement de gens m'appellent pour me dire « Je t'ai vu à la télé, tu étais tellement pertinent, ce que tu as dit, c'est tellement vrai » que je me suis posé la question du pouvoir des médias sur les jeunes. Et la façon dont ils pouvaient les influencer de gauche à droite. Et là, je décide que je veux lancer une émission de télé. Je lance une émission de télé avec l'aide d'amis qui m'ont rejoint progressivement, qui s'appelle Voix des jeunes. L'idée, c'est qu'au lieu de s'affronter sur le groupe A, il dit oui, le groupe B, il dit non, on va s'affronter sur des solutions. On a un problème, et le groupe A propose une solution, et le groupe B propose une autre solution. Et on fait cette émission de télé-là, et progressivement, on embarque des jeunes de tout le pays, de toutes les universités qui participent au programme. Et le programme marche très bien. Et on l'exporte l'année d'après en Guinée, en Côte d'Ivoire, au Tchad, en Gambie, au Burkina Faso. Et ça devient la première émission africaine francophone pour les jeunes et par les jeunes qui a mis en scène plus de 1200 jeunes qui se sont exprimés à la télé et qui ont participé à régler des problèmes dans les communautés de façon effective. 15 millions de téléspectateurs. Plus de 1000 heures où des jeunes Africains étaient à la télé nationale de leur pays, où on les voyait comme autre chose que comme des problèmes et des parasites, où on les voyait comme des gens qui contribuaient à améliorer la vie de leur communauté. Et puis progressivement, on crée d'autres choses, dont un des éléments dont je suis très fier et dont j'ai vu un rappel ici, c'est notre jeu Yam Benaham. On se rend compte que les jeunes ne connaissent pas suffisamment leur pays pour l'aimer. Et on ne peut se battre pour que quelque chose qu'on aime. Et donc, il a fallu créer ce jeu qu'on a équipé en 80 000 exemplaires distribués à des enfants, un jeu de questions-réponses pour leur apprendre à aimer le pays, à le connaître, à connaître son histoire, ses acteurs, etc., etc., etc. Et puis, plus tu avances, plus tu fais des choses, et plus on te dit bravo, félicitations, et plus tu te dis, mais est-ce que ce que je fais là, vraiment, c'est la bonne chose à faire? Est-ce que ce que je fais là, ça change effectivement les choses? Et non, jamais assez. Tout ce qu'on fait quand on innove comme ça reste bien, mais parfois anecdotique. Et donc là, je me pose d'autres questions. Est-ce que tout seul, en tant que chef d'une organisation de jeunes, même si elle est devenue grande, on pourra changer la question des jeunes? Non. Et là commence une réflexion, comment s'unir? Parce qu'en fait, on est tous d'accord dessus, plus ou moins, c'est que c'est l'union qui fait la force. Et donc là, on identifie, on cartographie, on fait des enquêtes et on identifie plusieurs organisations de jeunesse un peu comme les nôtres. Et puis ensemble, on monte ce qui s'appelle aujourd'hui le Consortium Jeunesse Sénégal. Et ce consortium-là, depuis 5 ans, il est devenu une machine à rêve déjà, parce que nous avons pour la première fois la capacité de mettre en œuvre des rêves qui sont portés par une grande jeunesse, de les matérialiser. On a notamment à Guédiawaye réhabilité un centre de jeunesse qui accueillait à peu près 1 millier, voire 2 milliers de jeunes par an. Aujourd'hui, animé par les jeunes et pour les jeunes, il en accueille 25 000 par an. Il les forme, il les équipe, il les guide, etc., etc. Et le consortium que je vais quitter à la fin de mon mandat, cher monsieur, pour le dire très clairement, je suis donc à mon 2e mandat, il me reste 18 mois de présidence et qui tomberont pile à mes 36 ans. Donc je ne pourrai pas m'en vouloir. Voilà. Non, aucune escroquerie, je le promets. Mais si vous me voyez que je ne l'ai pas fait, crachez-moi dessus. Et pour terminer, je voudrais vous partager un petit peu ma réflexion sur toutes ces questions de jeunesse. Le jeunesse, jeune, c'est le sujet dont tout le monde parle. C'est la préoccupation principale. Mais je crois qu'on en parle mal, ou qu'on n'a pas compris en réalité. Quand vous prenez 10 personnes au Sénégal, 7 c'est des jeunes. Mais quand vous prenez 10 personnes, une seule a plus de 50 ans. Donc quand tu me parlais tout à l'heure de jeunes vieux là, Yann Nuitoy, aujourd'hui il nous faut des solutions systémiques pour que les jeunes soient inclus et valorisés. J'utilise le mot systémique parce qu'il appartient à tout le monde, hein, d'accord? Mais c'est les systèmes qui doivent changer. C'est les systèmes. Pour que les jeunes soient inclus, il faut des normes. Il faut qu'ils soient inclus dans la gouvernance des institutions. Il faut que dans les recrutements, il y ait des quotas pour qu'ils soient comptés. Il faut que quand on fait des achats, on achète des tables qui sont faites par les jeunes plutôt que de les acheter dans des grandes chaînes de magasins. Et c'est ces choses pratiques qui incluent les jeunes. Il faut qu'on se refuse d'avoir des dépenses et des budgets pour les jeunes où seulement 10 à 20% ne les touchent vraiment. Et c'est comme ça qu'on inclut et qu'on valorise durablement les jeunes. Et c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui, parce que c'est un combat de tous. Ce n'est pas le combat des associations de jeunesse.
c'est un combat de tous parce que si on n'inclut pas et on ne valorise pas les jeunes d'aujourd'hui, ces jeunes-là ne vont pas s'en sortir dans la vie et ils vont créer des enfants qui auront encore moins de chance. Notre chance, elle est là et elle est maintenant. Je vous remercie. Merci pour ton énergie, pour tout ce que tu partages. Merci beaucoup. Thank you, sir. Merci. Un homme courageux ne bat pas sa femme, un homme courageux se bat pour sa femme. Parole africaine. Raconte. Parole africaine. Raconte. Parole africaine. Raconte. Il y a 3 catégories de personnes. Ceux qui savent, qui ne savent pas. Ceux qui savent, ceux-là, il faut les mettre devant. Il y a ceux qui ne savent pas, qui ne savent pas. Il faut les attacher à des cordes. Parole africaine. Raconte. Parole africaine. Raconte. On a beau marcher vite, on ne peut pas aller plus vite que ces gens. Sur les autoroutes du Maroc, on a écrit « Seuls les citrons se pressent ». Parole africaine. Raconte. Si vous levez la main gauche pour dire « Je me fous du monde », parole africaine. Raconte. Si vous tuez votre père, ne vous mariez pas. Parce que vous aurez des enfants. Parole africaine. Raconte. Parole africaine. Raconte. En Wolof, on dit dof rek moy xulok jabaram timis. Ne vous chamaillez jamais contre votre femme au crépuscule. J'ai un ami qui m'a raconté cette histoire. Elle est très rapide. Je vais la raconter très rapidement parce que je sais qu'il y a 3 furies qui vont arriver derrière. Cet homme a dit à son ami, si tu veux goûter au nectar de la vie, cherche une deuxième femme. Un seul bracelet ne fait pas de bruit. Il est arrivé à le convaincre, comme Sobel a pu enrôler tous ces nullards-là à lui donner un premier prix sur un sujet auquel il ne croyait pas. Et là, l'homme était tellement convaincu qu'il allait chercher une deuxième femme. La première femme lui a dit, moi je suis une Sénégalaise digne. Tu as épousé une deuxième femme aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, prends une semaine. Je me mets en congé. L'homme était heureux. L'homme va voir la deuxième femme. Je t'ai épousé aujourd'hui. On a une semaine de lune de miel. La femme lui dit non. Dans ce village, je ne quitterai pas la peau de ma famille. Marié aujourd'hui, arracher l'homme à sa première femme avec qui il a vécu. Non, va vivre chez la deuxième femme. La première lui dit non. Ma parole. Non, mieux que ça, vaut de l'or. Il lui dit ma parole. Écoute bien. Gor, boum, doko yew. Kadom moko yew. Ce n'est pas avec une corde qu'on attache un homme, c'est avec sa parole. Man, et l'homme, de minuit à 4 h du matin, finalement, il était tellement fatigué qu'il est allé à la mosquée. Pour y passer la nuit. Mais le problème, c'est que dans la mosquée, il n'y a pas de lumière. Et le gars, il arrive au milieu de la mosquée, il foule quelque chose. De mou. Il se baisse, il touche. C'est un être humain. Il tape. C'est son ami. Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai dit, chercher quelqu'un pour me tenir compagnie. Ça fait 2 ans que je dors seul. Alors, est-ce que la régie est finie? C'est au top. Ok. Vous m'avez prêté vos oreilles. Non. Je voudrais dire à l'Institut français que, comme vous êtes partenaire artistique, vous savez bien que les prestations artistiques sont soumises pas à la fiscalité, mais au paiement. Alors, c'est bien. Merci beaucoup. Allez, merci. Entrepreneur, à combien on construit une salle de classe? Il m'a dit. Je lui ai dit, non, fais pas de surfacturation. Voilà, fais-moi juste une projection réaliste. Il me l'a fait. Je l'ai rapporté au nombre de classes construites par une personne bénévole, engagée. Cher ami Mamadou Diakhaté, tu peux être fier. Tu peux être fier d'avoir injecté déjà dans l'éducation nationale. Alors, je te rassure, je ne dis pas que tu es milliardaire, mais à ton compte et au compte de ceux qui t'aident pour le faire. Mamadou Diakhaté Ninchi a fondé la team Ninchi en 2019. Il était déjà dans l'humanitaire depuis 2012. Il est enseignant de profession et de passion. Son action retourne aussi à l'école, mais pas que. Il construit des puits. Au début, c'est lui qui allait vers les communautés, mais aujourd'hui, il n'a plus besoin d'y aller. Il ne se passe pas un seul jour
sans qu'ils ne reçoivent un message de secours, d'appel au secours, pour construire un puits, pour donner juste de l'eau potable à des communautés au Sénégal. Et c'est peut-être le meilleur ambassadeur aujourd'hui de la géographie du Sénégal, parce qu'il n'y a pas un seul coin du Sénégal qu'il ne connaît pas. Nietzsche, pour tous ceux qui t'appellent Nietzsche, je rappelle, ce n'est pas un rouge. Il a juste grandi dans sa communauté, multi-ethnique bien entendu, mais c'est lui qui nous en parlera le mieux. Mesdames et messieurs, il y a 37 ans, le 28 septembre 1987, des médecins ont diagnostiqué à ma mère que voilà, l'enfant que tu viens d'accoucher a 90% de chances de ne pas vivre. Donc j'étais sous couveuse, prématurée, voilà. Personne ne croyait que j'allais vivre. C'est aussi l'occasion pour moi, 2 jours après avoir fêté 37 ans, parce que je l'ai fêté avant-hier, de rendre hommage à le docteur de l'hôpital principal, parce qu'avec ses équipes, il a déployé de très grands moyens pour me maintenir en vie. Et il disait tout le temps à ma mère, ne te décourage pas. S'il doit vivre, il va vivre, et s'il doit rester, il restera. Donc pour moi, c'est aujourd'hui l'occasion de le remercier. Je le fais tout le temps. Et cette occasion m'est offerte pour compter ça à la face du monde et du pays, que c'est un homme hyper engagé et hyper patriotique. Et je pense que cette fibre patriotique m'anime depuis ma naissance. Et aujourd'hui, je suis engagé sur beaucoup de fronts. Il y a quelques années aussi, je n'avais pas les moyens d'être ici, personne ne me connaissait. Je passais inaperçu dans la rue et je n'avais pas les moyens de continuer mes études. Arrivé en licence 3, la secrétaire du département d'histoire avait confondu mes notes de géodynamique interne et externe pour après me donner des notes qu'elle a juste choisies au hasard. Je n'avais pas le choix, je n'avais pas les notes et je devais reprendre la licence. Je ne pouvais pas reprendre la licence parce que le nouveau ministre avait sorti un décret pour dire que maintenant, pour faire la maîtrise, il faut être sélectionné. Donc, étant étudiant en égyptologie, je n'avais pas de chance d'être sélectionné. Bah, je suis rentré chez moi pour dire que voilà, les études maintenant c'est fini. Et 6 mois après, la dame m'appelle au téléphone pour me dire que voilà, je viens de retrouver des notes avec 13 et 14. C'était trop tard. Donc mes études sont parties en cacahuète. Je n'ai pas le choix. Donc j'ai commencé à ne pas chercher de pirogue. J'ai fait mon CV parce que très tôt j'ai eu à être très dégourdi. J'ai fait tous les petits boulots d'élèves et d'étudiants parce que je suis issu d'un quartier très pauvre et mes parents n'avaient pas les moyens. Donc j'ai fait un CV, je suis allé déposer de gauche à droite pour avoir mon petit boulot et de continuer mes études à la maison. Parce que je ne pouvais pas aussi faire une préinscription pour aller en France. C'était impossible parce que je n'avais pas les moyens. Et de cet engagement et de ce parcours, j'ai su que je devais faire quelque chose pour ma communauté. Parce que dans mon quartier à Grand Dakar, on avait 2 choix. C'était la rue ou l'école. Beaucoup de mes amis aujourd'hui peut-être sont en prison. D'autres sont morts parce qu'il y a le banditisme. D'autres n'ont absolument pas de choix. Ils sont actuellement chez eux et ils ne font absolument rien. Donc j'ai eu la chance de grandir dans ce quartier et d'être très tôt conscient que je devais aider cette communauté à se sortir de tous ces maux et à trouver des solutions. J'ai très tôt milité dans des associations de quartier, des OCP, etc. pour me permettre aussi de venir en aide à des communautés. Et par chance, j'ai fait tous les concours que l'État du Sénégal organise. Chaque année, je fais les concours. Je pars à la police, je légalise, je viens et je dépose. Parce que je voulais passer par la voie sociale la plus crédible pour arriver là où je suis aujourd'hui. Parce que le président Abdoulaye Wade avait mis en place quelque chose qu'on appelait volontariat, où on pouvait être enseignant si on dépose son CV. J'ai dit niet, je ne vais pas le faire parce que c'est des quotas, on te choisit parce que tu as une coloration politique. Quand Macky Sall est arrivé, lui, il a fait un concours. Peut-être que c'est la seule chose qu'il a réussi pour moi. Un concours très sélectif. On pouvait déposer et concourir. Donc, j'ai déposé, j'ai fait le concours et par la grâce de Dieu, je suis accepté 2 ans après parce que j'ai échoué 2 fois. Donc, j'ai revenu tout le temps pour le faire parce que je voulais être enseignant. C'est le métier que je voulais faire. Je voulais le faire parce que
C'est pas parce que je dois avoir un salaire, parce que le salaire d'enseignant, ça ne nous dit pas son nom, mais je voulais faire le métier parce que c'est un métier que j'aimais et que j'adorais. Je suis arrivé par exemple et je faisais partie de la cohorte la plus bonne. Donc on nous amène à Dakar. On garde à Dakar les 53 meilleurs et les autres, on les ventile un peu partout au Sénégal. Donc j'ai fait ma formation comme tout bon enseignant. On m'a fait dans un village à la frontière avec la Gambie. Un boy Dakar qui n'a jamais vu de gaz, arrive dans un village et j'avais ni eau ni électricité. Et le matin, en allant à l'école, pour la première fois, je me retrouve avec 7 élèves qui parlaient Bambara, qui me disent qu'ils ont fait 2 ans de cours. Je ne savais même pas ce qu'ils racontaient. Et il n'y avait absolument rien dans le village. Donc j'appelle l'inspecteur pour lui dire, mais monsieur l'inspecteur, si j'ai des soucis, il me dit, depuis 7 ans, on essaie d'envoyer quelqu'un là-bas. Personne ne voulait du poste. Nous, on a vu ton nom, Diakhaté, eux, c'est des Diakhaté, des Gawara. Donc, j'ai commencé le plus gros de mon engagement avant mon affectation, mais dans ce village, je me suis rendu compte que beaucoup de Sénégalais croient que le Sénégal se résume à Dakar. Au-delà de Dakar, c'est plus le Sénégal. Et je me suis dit que voilà, c'est ce village où je dois modéliser mon plus grand projet. Et à partir de mon vécu ici, dans 5 ans, dans 6 ans, dans 7 ans, si les résultats ne font pas beaucoup de bruit, j'ai échoué. J'ai commencé par refaire une école entièrement. J'ai commencé à faire des puits dans le même village. Et j'ai commencé à pousser les villageois à s'intéresser à l'éducation. On parlait gambien, on consommait gambien, la culture gambienne était très ancrée. Et j'ai commencé à apprendre à ces enfants qui étaient sénégalais, qui devaient aimer la nation, qui devaient chanter l'hymne national. C'était drôle, je me sentais comme étant quelqu'un qu'on regardait comme un comédien, parce que à chaque fois que je faisais la levée de couleur, quelqu'un passait, personne ne respectait, etc. Je me suis battu pour que ces enfants se sentent sénégalais déjà, et que le drapeau nous réunisse. C'est comme ça que j'ai réussi à commencer à faire filtrer l'eau, à sensibiliser les femmes, à aller à l'hôpital. Personne n'osait en parler. C'est des sujets tabous, à pousser les jeunes filles à rester à l'école parce qu'on les mariait très tôt. Et au bout de 3 ans, l'inspecteur a appelé dans ce même village pour dire qu'est-ce qui se passe parce que vos statistiques dépassent 7 élèves à 49 en juste 2 ans. J'ai répondu à l'inspecteur comme quoi que je suis venu faire mon travail. Je ne le fais pas pour avoir un salaire, mais la nation sénégalaise m'a confié ce qu'elle a de plus cher, c'est ses enfants. Et dans ce village, j'ai aujourd'hui un caporal-chef sapeur-pompier et j'ai 2 inspecteurs de police qui sont passés dans mes classes. Dans ce même village aujourd'hui, les statistiques ont dépassé les 47, on est à plus de 117 parce qu'on a construit 4 classes, on les a entièrement équipées. Et aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, plus de 63 écoles ont eu à bénéficier de cet engagement communautaire. À l'heure où je vous parle, nous venons de finir 172 puits pour permettre à des populations d'avoir de l'eau potable. Et aujourd'hui, à l'heure où je vous parle aussi, il y a quelques heures, j'étais à l'école Taïba Grand Dakar comme menuisier parce que je me suis changé juste avant, sinon je n'allais pas faire ça. On est en train de rénover l'école élémentaire de Maguette Kodou Sardiaye, qui est un programme de la Team Ninch, une association que nous avons créée, non pas pour faire de la concurrence ou bien faire comme ce que tout le monde fait, mais pour apporter une nouvelle vision de la chose publique, de la citoyenneté et du civisme. Nous faisons du don de soi, mais au concret. Peut-être que d'autres en font beaucoup, mais nous le faisons pour pousser aujourd'hui ces jeunes Sénégalais, à ne plus prendre la pirogue, à ne plus se décourager, mais savoir qu'aujourd'hui, dans ce pays, on peut se réunir autour des mêmes idéaux pour pousser le pays vers ce changement. Raison pour laquelle toutes ces écoles construites, rénovées, aidées, équipées, ont pour but de changer les mentalités et de changer cette vision que nous avons de l'école sénégalaise. Parce que cette école sénégalaise souffre. Demain ou lundi, chez vous, il y a des écoles publiques. Faites le tour. Essayez de visiter les toilettes pour les enfants. Vous verrez que dans nos écoles publiques, nos enfants n'ont même pas de toilettes. Dans nos écoles publiques, quand vous allez voter, parce que beaucoup d'entre vous partent dans ces écoles publiques le jour du vote, faites le constat, regardez entre les 4 murs. Ces enfants n'ont ni confort ni sécurité. Et ces enfants aujourd'hui doivent être un projet de demain pour espérer un changement. Parce que pour moi, le vrai développement, le changement,
que nous souhaitons tous doit inévitablement passer par l'éducation. Si nous n'avons pas une génération éduquée, nous serons en éternel recommencement. Raison pour laquelle aujourd'hui, quand il y a la grève, les étudiants osent saccager des biens publics, les étudiants ne comprennent pas les valeurs de la nation, les étudiants ne maîtrisent même pas ce que c'est que la nation. Et ils sont le parfait exemple de cette société. Moi, quand j'ai commencé mon engagement, je me suis dit dans ma petite tête que je n'ai ni leader, je n'ai ni coloration. Le seul patron que j'ai, c'est les 3 couleurs et l'étoile au milieu. Parce qu'en travaillant pour ce pays, je vais laisser peut-être à la postérité quelque chose où les gens pourront venir pour regarder il y a 10 ans, il y a 15 ans, des jeunes Sénégalais qui sont les mêmes idéaux, travailler pour leur nation. On ne me connaît pas au pays. Un ministre m'a appelé avant-hier pour dire c'est parce que BBC avait fait un documentaire de 26 minutes sur notre engagement. Quand quelqu'un découvre notre profil sur LinkedIn ou bien sur Facebook, c'est la même question qui revient. C'est parce qu'aujourd'hui nous faisons à la majorité la promotion des choses qui ne nous poussent pas à aller de l'avant. Et l'heure est venue maintenant d'être engagé pour la nation et de croire en cette nation. Le Sénégal est un pays pauvre et sous-développé. L'Afrique dans sa quasi-totalité a vécu l'esclavage. On a eu la malchance d'être colonisé pendant beaucoup d'années. L'Europe a bénéficié de l'esclavage et de la colonisation. Nous, on n'a pas cette chance, mais on a une jeunesse engagée, formée, dynamique. Et cette jeunesse doit être les leviers du changement, du vrai changement. Et le changement commence par le don de soi. Donc, j'invite tous les jeunes du Sénégal à croire en leur chance. J'en suis un parfait exemple. Il y a 10 ans, personne ne me connaissait. Je n'ai jamais eu de passeport. C'est Demba Gueye de Québécois qui m'a appelé un jour pour me dire grand, est-ce que tu as un passeport? J'ai dit non, je n'ai même pas de passeport. Il m'a dit non, je t'offre 20 000, va faire un passeport. Parce que je sais, avec ce que tu fais, les représentations diplomatiques vont venir vers toi et vont t'aider, même si chez toi, les autorités ne t'aident pas. Et il a eu raison. Aujourd'hui, avec l'ambassade de France, avec le département d'État américain, on est en train de modéliser des projets de soutien à des communautés sénégalaises. Peut-être ce panel va me permettre de lancer un message aux autorités qui étaient là, ou bien qui sont là, de croire à ces consortiums de jeunesse sénégalaise. Toutes ces associations qui voient le jour chaque jour et qui ont des projets qu'on peut modéliser, qu'on peut démultiplier, de les aider et de les soutenir. Parce que souvent, je comprends pourquoi des projets voient le jour et disparaissent. Je comprends maintenant pourquoi on voit des jeunes super engagés. À un moment donné, on ne les voit plus, il y en a beaucoup. C'est parce qu'à un moment donné, nos autorités ne nous protègent pas et ne nous aident pas. Et les représentations diplomatiques nous mettent à l'aise. Moi, je ne suis pas resté aux États-Unis. Quand je suis rentré chez moi, c'est les klaxons du camion qui ramasse les poubelles qui m'a réveillé. J'étais énervé. Hein. J'étais à Washington il y a 2 jours, je me retrouve chez moi avec tout ce bazar. Un ami me dit, mais pourquoi tu es revenu? Qu'est-ce que ça va? Comment ça va? Tu as la paix ici, regarde. Il n'a pas raison, je n'ai jamais voulu partir. Je n'ai jamais parti. Je fais partie peut-être des rares jeunes qui ont décidé de rester, même s'ils ont des opportunités d'aller vivre ailleurs, mais de pousser cette jeunesse à se réveiller. Pour finir, j'ai digitalisé mes activités de 2008 à 2024. Je n'ai pas voulu digitaliser au début parce que pour moi, c'était juste des choses qu'on faisait et que je postais. Mais une amie m'a dit, digitalise le monde. Peut-être que des jeunes verront et le modèle pourra servir partout au Sénégal. Tu ne pourras pas faire tout le tour du Sénégal. Elle a raison. Je me tape presque 6 000 km par semaine. Je conduis moi-même, je tourne dans ma voiture, je rentre tout le temps sale. Je n'ai pas assisté à la naissance de mes filles, je ne les vois pas grandir. Et ce sacrifice, la seule satisfaction qui m'apaise un peu, c'est de voir des femmes ne plus faire 14 km pour avoir de l'eau parce que j'ai fait un puits. C'est de voir des enfants aller à l'école en remplacement d'un abri provisoire parce qu'on a construit une classe en 25 jours. C'est de voir une maternité qui est prête et qui peut accueillir des femmes qui ne vont plus faire beaucoup de kilomètres pour faire des échos parce qu'on a déjà équipé la maternité. Et c'est cette seule satisfaction qui nous anime et qui nous pousse à aller de l'avant. Donc, chers jeunes Sénégalais, Africains, croyez en vous. Vous avez les chances de changer votre vie avec absolument rien.
Moi, j'ai commencé avec 2 balais, 5 amis qui n'ont jamais cru au projet, qui dorment tout le temps quand je travaillais. Et aujourd'hui, je suis arrivé peut-être à un quart du chemin qu'on doit franchir. Et on va continuer au service de la nation. Parce que pour moi, la citoyenneté active et la citoyenneté au service des communautés peut ne pas prendre le job de l'État, mais peut alléger cet État à aller un peu plus vite et un peu plus loin. Je vous remercie. Je vais serrer la main quand même. Ouais, merci beaucoup. Bravo pour tout ce que tu fais, cher ami. C'est l'invité peut-être qui nous a posé le plus de problèmes entre nous, je vous le dis. Parce que pour lui, c'était du temps perdu. Et en bien, il le dit en bien, parce qu'en fait, oui, c'est vrai ce qu'il nous a dit. Il n'a pas de temps pour lui. Il a du temps pour les communautés. Ce matin encore, et en début d'après-midi, il était encore avec ses équipes sur des opérations qu'il doit finaliser. Il a pensé que c'était du temps perdu, mais c'était bien de partager cette expérience, surtout avec cette communauté de gens concernés et qui nous te devons éternelle reconnaissance. Évidemment, je n'avais pas prévu de le faire, mais nous avons tous... tu peux me rappeler les numéros sur lesquels on aide ta communauté, s'il te plaît? Est-ce que c'est oui, non, de donner les liens aux organisateurs qui vont parce que je sais que chacun ici a quelques métiers dans son téléphone. On l'aurait fait tout de suite et puis on aurait su combien la communauté TEDx a participé ce soir même. Ça aurait été formidable. Mais rien que l'invitation, ça nous va droit au cœur. C'est déjà ça. Et voilà, c'est une belle tribune de retrouver beaucoup de personnes, peut-être des gens qui nous rencontrent pour la première fois, raison pour laquelle on n'a pas communiqué sur l'activité, pour ne pas avoir toute une communauté à représenter. Donc en tout cas, merci. Les gars disent non, rappelle-moi le numéro s'il te plaît. Bon, écoute, l'honneur ne se refuse pas. Allez, on le donne tout de suite, s'il te plaît. Vas-y. C'est le 77 598 68 38. J'ai pas retenu, hein, je ne peux pas répéter. Merci beaucoup, merci. Et puis, à qui